Panel américain, Raphaël Jacob, Michel Sauger, bonsoir. 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 Je vous remontre la photo, je la trouve trop extraordinaire. Joe Biden au G7 qui salue le pape, et là, il approche, et front contre front, vous allez voir. Alors, c'est presque poétique, c'est comme s'il demandait au pape presque un miracle, je le disais tout à l'heure, oui. Ça fait la une de beaucoup de journaux demain, je suis sûr, cette photo. Mais au-delà de cette image et de ma poésie, le G7, vous en avez parlé la semaine dernière avec Julie, mais Raphaël, je commence avec vous. Le G7, qui a donné une occasion à Joe Biden sur le dossier ukrainien, de dire, moi, je suis résolument du côté de Zelensky et on va engager l'Amérique. Ça lui donne cette plateforme-là. Ça lui donne une plateforme internationale. La question demeure à savoir à quel point ça joue de façon importante aux États-Unis. La réponse semble être très, très peu. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la priorité, ou la liste plutôt de priorités chez les électeurs et les électrices aux États-Unis, c'est vrai depuis des semaines et des mois, les enjeux comme l'Ukraine et même jusqu'à un certain point comme Gaza, même si on en parle et on fait bien sur le fond d'en parler, ne percolent tout simplement pas autant que des enjeux plus domestiques comme l'économie, comme les questions frontalières et même comme des enjeux liés à la santé. Ça, on en parle moins peut-être, mais c'est très, très près du quotidien des Américains et des Américaines. Donc, c'est normal qu'on parle du G7, mais à quel point est-ce que ça va jouer dans 5 mois aux urnes aux États-Unis? Je suis sceptique, personnellement. Oui, vous êtes d'accord, Michel, c'est marginal comme effet dans la joute intérieure américaine. C'est marginal, mais en même temps, c'est une élection qui va se jouer sur les marges. Alors, la présence du président sur la scène internationale, le fait qu'il dise « moi, je suis pour l'Ukraine », le sous-texte non dit, c'est « vous pouvez pas être sûr que Trump est pour l'Ukraine, il est plutôt pour Poutine ». Alors, tout ça joue un peu. Raphaël a raison. L'économie va être beaucoup plus importante que la question de l'Ukraine, c'est sûr. Mais ça joue sur les marges et on verra. Très bien. Est-ce que nous assistons au dévoilement d'un nouveau Trump avec un peu plus de, j'allais dire douceur, c'est peut-être exagéré, mais de diplomatie? Il est allé pour la première fois au Capitole, lieu symbolique s'il en est un, des dérives possibles que son camp a causées, là, le 6 janvier. Rencontre avec des élus. Est-ce que ça, c'est pas, Michel Sauger, le signe qu'il veut arrondir les coins un peu? Oui, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il adoucisse un peu son image parce que c'est une image qui est très forte, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette image forte-là, mais elle rebute certains autres électeurs. Alors ça, c'est pour ça. Et d'autre part, il doit montrer, parce que les primaires n'ont pas duré longtemps, il doit montrer que son parti est derrière lui. Alors, le meilleur moyen, c'est de voir Ted Cruz, puis de voir Lindsey Graham lui donner une accolade et tout ça, et tous ces gens-là dire on est très content, on est très content. Ça, c'est important. En même temps, vous savez, si vous regardez ces courriels pour aller chercher de l'argent chez ses partisans, ils veulent me condamner à mort, des affaires de même. Là. Alors ça adoucit pas beaucoup l'image. Non, l'ensemble de l'œuvre n'est pas adouci, mais c'est ça. Mais de se montrer avec des républicains comme ça, Raphaël, avec certains, il y a eu d'ailleurs des passes d'armes. Qu'est-ce que ça donne comme image, comme résultat? Un parti qui est uni autour de la personne et non autour du programme. Vous savez, Patrice, en 2020, on a eu quelque chose qui était profondément anormal d'un point de vue historique, c'est-à-dire le Parti républicain qui a mené une convention nationale lors de laquelle il n'y a aucune espèce de plateforme, aucune espèce de programme qui a été adopté. Le programme, c'était l'homme, c'était le candidat à ce moment-là, c'était le président sortant, c'était Donald Trump. On se parle 4 ans plus tard et fondamentalement, la donne n'a pas changé à cet égard-là. C'est-à-dire que vous évoquiez l'Ukraine en ouverture de segment. Un enjeu comme l'Ukraine, un enjeu comme même la migration, un enjeu comme le commerce international. Soit dit en passant, dans sa visite à Washington, M. Trump a évoqué la possibilité d'avoir comme source de recettes fédérales principales, s'il devait être élu, des tarifs douaniers. Vous faites la liste, il y a une panoplie d'enjeux fondamentalement importants sur lesquels les républicains, philosophiquement, présentement, sont complètement divisé. Donc, on parle beaucoup moins d'enjeux de fond et on se rallie autour de la personne. Mais la personne, ce n'est pas un programme. Et à partir du moment où M. Trump est réélu, s'il l'est en novembre prochain, il y a d'énormes questions qui vont se poser rapidement, à savoir comment tout ce monde-là va s'entendre concrètement lorsqu'il va être question de légiférer à Washington. Donc oui, au niveau de l'image, c'était porteur pour M. Trump hier.
Mais sur le fond, il y a de sérieuses questions qui doivent être posées par rapport à l'unité ou peut-être plus davantage au manque d'unité philosophique et idéologique qu'il y a au sein de ce parti-là, malgré l'homme fort qu'on a en M. Trump. Là. C'est comme si on reconnaissait, sans le dire publiquement, qu'il y a une éclipse. Là. Il y aura une éclipse Trump dans ce parti-là. Et quand lui aura quitté la scène, on va revenir peut-être à une autre normalité, Michel C. Là. Oui, mais ce qui fait un peu peur aux républicains actuellement, c'est que dans les milieux d'affaires, il a rencontré les milieux d'affaires cette semaine. Dans les milieux d'affaires, il y a beaucoup de gens qui sont un peu sceptiques sur la façon dont M. Trump veut fonctionner. Par exemple, il se décrit lui-même comme l'homme des tarifs. Moi, je veux faire des tarifs sur les produits chinois. Puis, c'est pas libre-échange beaucoup, ça. Il y a des gens qui, dans le Parti républicain qui disent c'est pas ça qu'on veut, et dans la communauté d'affaires qui disent que c'est pas ça qu'on veut. Alors, oui, la communauté d'affaires, traditionnellement, est plus proche des républicains, ça a toujours été, mais certains aspects des politiques très dures que M. Trump veut imposer font peur à beaucoup de gens dans le domaine économique. Son côté imprévisible fait peur, ce que vous dites. Son côté imprévisible aussi. Impulsif fait peur. Mais il y a des gros milliardaires, gestionnaires de fonds qui sont revenus, au bercail aussi, là. Depuis 2 semaines, on voit ça tomber dans le panier de Trump, là, des gens qui disent, bon, bien, on aime mieux Trump que le statu quo, là. Raphaël. Oui, en quelques mots, oui. Et un des arguments que M. Trump propose pour aller séduire ou reséduire ces gens-là, on l'a entendu d'ailleurs cette semaine dans ses rencontres à Washington, c'est la question notamment du taux d'imposition des corporations qui avait déjà été abaissé de façon appréciable dans son premier mandat à la fin de sa première année à la Maison-Blanche en 2017 et qui pourrait être appelé à baisser à nouveau, peut-être à 20 quelque chose comme ça, si M. Trump était réélu. Et surtout, on parle beaucoup moins, c'est vrai à tous les 4 ans, Michel le sait comme moi, là, on parle beaucoup moins dans les médias des élections au Congrès, mais elles sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que M. Trump a beau promettre la pluie et le beau temps, lorsqu'il est question, par exemple, des taux d'imposition, il ne pourra pas légiférer seul. Il va devoir avoir des majorités républicaines dans les 2 chambres du Congrès. Il n'y a absolument rien qui garantit qu'il en aurait aujourd'hui, même si lui était réélu au niveau présidentiel. Bon, il y a sur les réseaux, aujourd'hui, on voyait des vidéos de Joe Biden perdu un peu sur le champ, mais ça a été un peu trafiqué parce qu'il regardait ailleurs, puis Belloni est allé le chercher. Mais en fait, il regardait quelque chose qui existait, là. On n'a pas la vidéo, mais c'est pas grave. Je veux... on va la voir, oui, très bien. Mais je veux vous amener à l'âge, parce qu'aujourd'hui, c'est sa fête à Trump. Hein? Il a 78 ans aujourd'hui. Et Joe Biden lui a envoyé une carte. Happy 78th birthday, Donald. Puis là, joyeux 78e anniversaire, Donald. Prenez-le d'un vieil homme à un autre. L'âge n'est qu'un nombre, mais cette élection est un choix. Il fait une blague, il veut faire du judo avec ça, mais Michel C., c'est une question qui est maintenant, qui fait partie des facteurs dans l'élection américaine. L'âge. Oui, c'est l'âge. Et n'oubliez pas que tout l'écosystème des médias de droite américains martèle sans arrêt que Joe Biden est trop vieux, que Joe Biden est sénile, qu'il s'endort pendant les réunions, etc., etc. Ça raffermit la base républicaine à penser ça. Cette vidéo, excusez-moi, Regarde, il s'en va, puis là, les gens pensent qu'il est perdu, pauvre homme, où va-t-il? Mais en fait, il parle à un des parachutistes, puis là, Mélanie le ramène et dit « Viens par ici ». Le ramène. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé une partie de l'image où il y a un parachutiste, et là, il a vraiment l'air totalement perdu, égaré dans le champ, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais Raphaël, il y a eu d'autres cas où ça a été le cas. Je vais laisser Michel finir. Oui, vas-y, Michel. Mais ils font ça de façon régulière sur certains réseaux. Le Newsmax, qu'on ne voit pas, nous, au Canada, qui est très, très à droite, a un spectacle comme ça qui s'appelle « First Lady to the Rescue ». Et c'est à chaque fois que M. Trump finit un discours, Jill va sur la scène, lui donne un bec, puis il prend sa main, puis ils sortent de scène ensemble. Tout à fait logique. Si vous le faites au ralenti, il a l'air de ne pas savoir où elle est sortie, puis c'est Jill qui l'amène là. Ouais. Alors, il faut en prendre et en laisser dans cette affaire-là. Simplement pour valider et être sûr, on parle vraiment de M. Biden et non pas de M. Trump, à moins que Michel nous apprenne que Jill va embrasser Donald Trump à la fin de ses discours. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. OK, parfait. Pour ce qui est de l'âge, écoutez, il y a toujours la question de la perception. Il y a l'âge sur le fond, mais il y a surtout la question de la perception, parce que sur l'âge comme tel,
Non seulement M. Trump a eu 78 ans aujourd'hui, mais ce qu'on perd collectivement de vue, c'est que s'il était réélu en novembre et qu'il servait un deuxième mandat entièrement, il serait plus âgé à la fin de ce mandat-là que M. Biden l'est aujourd'hui, alors que ça fait 3 ans qu'on parle constamment de l'âge du président actuel. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, qu'on truque ou non les vidéos, c'est profondément engrainé dans l'opinion publique présentement. Il y avait cette semaine des nuages de mots produits par une équipe de sondeurs du côté de Trump et du côté de Biden. Quand on demandait quel est le premier mot qui vous vient instinctivement lorsque vous pensez à l'un et à l'autre de ces deux hommes-là, pour Trump, le mot qui ressortait de façon principale était criminel. Pour Biden, c'était vieux. Des fois, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Puis on ne sait pas lequel choisir. Lequel est le mieux, oui. Lequel est le mieux. OK. Je lisais dans un magazine, là, tous les grands magazines et les organes de presse font des agrégateurs de sondages pour dire qui a le plus de probabilité de gagner. The Economist est rendu 2 tiers, 1 tiers pour M. Trump. Là, on a sorti quelques sondages. Qu'est-ce qu'on peut lire aujourd'hui de ça, Michel C.? Le sondage de Morning Consult qui met M. Biden 1 point d'avance, c'est le premier depuis très longtemps qui met M. Biden en avance. La majorité des sondages donnent quand même une préférence à M. Trump. Puis n'oublions pas une chose, c'est pas les électeurs qui choisissent le président, c'est les grands électeurs. Et dans le système américain, les républicains sont avantagés par le collège électoral. N'oubliez pas que depuis l'an 2000, là, une élection sur 4 a été gagnée par celui qui avait moins de votes que l'autre. Souvenez-vous de ce fameux samedi après-midi où on est tous rentrés travailler parce qu'on venait de déclarer Joe Biden président. Il y avait 5 millions de voix d'avance sur Trump, mais il n'était pas sûr de gagner le collège électoral. Alors, ça, c'est pas reflété dans le sondage, mais c'est très réel comme situation. Il y a ça aussi qui est très important, je crois, à réaliser, parce qu'on a parlé tellement de la question des déboires judiciaires de M. Trump à New York, du verdict de culpabilité, et la question revenait toujours à savoir à quel point est-ce que ça va jouer. Ce que je vous disais, Patrice, en marge du procès, c'est que s'il y avait un impact, il serait très probablement petit. Il faudrait voir à quel point il serait temporaire. Le jour du verdict, on était à la fin du mois de mai, ça fait presque exactement 15 jours maintenant, M. Trump, en avance, lorsque vous prenez justement les agrégateurs de sondage à l'échelle nationale, avait une avance de 0,9 points de pourcentage face à M. Biden. On se parle 15 jours plus tard, cette avance-là est à 0,8. Autrement dit, ça s'est rétréci un petit peu dans les jours qui ont suivi immédiatement le verdict et ça semble essentiellement être revenu au point relativement stable qu'on a depuis maintenant des mois. Donc, Michel a raison de le mentionner. On doit aussi surtout surveiller ce qui se passe dans les États clés. Mais dans les deux cas, le portrait est sans doute plus encourageant pour M. Trump qu'il ne l'est pour M. Biden. Une fois que tout ça s'est dit, un autre bémol que je me permets d'ajouter proactivement, c'est intéressant qu'on en parle cette semaine parce que mardi de cette semaine, on a eu ce qu'on appellerait au Canada, au Québec, une élection partielle, ce que les Américains appellent une élection spéciale, dans une circonscription de l'Est de l'Ohio. Je le mentionne parce que c'est une circonscription qui, sur le fond, est profondément républicaine. M. Trump, au niveau présidentiel, l'a remporté par une trentaine de points de pourcentage en 2020. Le candidat républicain l'a emporté par la peau des dents, par à peine 4 points de pourcentage mardi. Et ce n'est pas le premier son de cloche de la sorte qu'on voit depuis les dernières semaines et les derniers mois. Autrement dit, les sondages semblent être encourageants, oui, dans l'ensemble pour M. Trump, mais il semble aussi avoir de réels problèmes au niveau de la sortie de vote du côté républicain, en énorme partie. Oui, parce que rester chez soi, ça peut être très puissant. Michel C., conclusion. Et n'oublions pas que dans toutes les élections, pas les sondages, les élections, les démocrates ont mieux fait depuis la décision de la Cour suprême sur l'avortement, sur Roe v. Wade, que les sondages le prévoyaient et que même les démocrates eux-mêmes le croyaient. Alors, on verra, mais ça joue aussi. C'est pour ça que ce débat, très bientôt, pas la semaine prochaine, l'autre, vous y serez d'ailleurs avec moi, on va entourer ce débat d'analyse. On ne manquera pas ça. On ne manquera pas ça, certain. Bonne fin de semaine, messieurs. Merci beaucoup.